Mais t'es normal. C'est peut-être ça aussi. C'est tout à fait attendu de vivre Evelyne. ça. Ouais. Exactement. Je me suis dit, OK, je suis normale. Je suis pas vraiment à côté de mes pompes. C'est normal que j'ai envie de vendre ma mère. C'est normal que... Ça vaut cher, apparemment. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bonjour, c'est Evelyne Charuet. J'espère que vous allez bien. Merci de choisir d'écouter le balado. On a un épisode avec deux invités. On va s'intéresser à un sujet qui concerne la moitié de l'humanité, la ménopause. La ménopause dont on parle de plus en plus depuis quelques années, mais il demeure encore beaucoup de tabous autour de la périménopause et de la ménopause elle-même. Et on a décidé de réunir deux personnes qui vont nous éclairer. D'abord, une personne qui l'a vécu au premier chef et qui a décidé d'écrire un livre sur la question. Un livre où on apprend à connaître les symptômes de la périménopause. Elle s'appelle Mirella Di Blasio. Bonjour. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Formidablement bien. Je suis ravie d'être ici. Resplendissante, je dois le dire. On a aussi Radomir Djarcevic. Je l'étudie comme il faut. Djarcevic. Oh, j'étais si proche. Qui est gynécologue, obstétricien, spécialiste de la ménopause à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bon, il faut le dire d'abord, un jeune homme qui s'intéresse à la ménopause. Oui. Pourquoi? Bien, je pense que c'est un concours de circonstances, mais déjà en médecine, on est de moins en moins d'hommes. Hein? C'est devenu une profession de plus en plus féminine, comme beaucoup dans les soins de la santé. Oui. Alors, puis les gynécologues, il y en a de moins en moins. J'étais le seul dans ma cohorte à l'Université de Montréal. Puis, peut-être au cours de la formation, voilà, je trouvais qu'il y avait un manque dans la région, en fait, à Montréal, parce que mon objectif, c'était de revenir travailler à Montréal. Et puis, voilà, j'ai fait une formation complémentaire et... Donc, c'est une partie de ma pratique, mais... Est-ce qu'on s'étonne de voir un spécialiste, un homme spécialiste des hormones féminines? Je pense pas. En fait, c'est pas quelque chose dans le quotidien où les gens sont surpris, ou les femmes, ou en tout cas les patientes sont surprises de voir un homme. Peut-être le sujet est peut-être moins attrayant pour quelqu'un plus jeune ou on s'attend à voir quelqu'un plus vieux. Des fois, c'est plus la réaction quand vous êtes encore jeune ou que je reçois. Mais non, les gens sont assez ouverts, puis c'est pas quelque chose qui est comme un facteur limitant dans le quotidien. Quoi qu'on peut, en tout cas, on me l'a déjà reproché dans certains commentaires suite à un article, mais de pas comprendre ce que les femmes vivent ou bon, de peut-être moins comprendre la réalité des patientes. Bon, après, est-ce qu'il faut être une femme pour comprendre une femme, un homme pour comprendre un homme, ou on peut étendre ça à d'autres sujets aussi? Je ne pense pas. Donc, je pense qu'on peut être empathique puis comprendre la réalité des autres. Là. Ouais. Moi, je suis juste ravie de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse d'hormones au féminin. Ben vraiment, oui, parce que ce qu'on apprend, Radomir, en fait, ce qui circule, Mirella, depuis plusieurs années, c'est que les médecins ne sont pas très bien formés sur la question. Ah non, mais pas du tout. Je pense que tu vas m'appuyer là dans cette... Bon, on va relativiser un petit peu. On va relativiser, mais en fait, d'après les recherches que j'ai faites, dans un cursus professionnel d'un médecin généraliste, sur un parcours de quoi, 6-7 ans, là, avec la résidence, 5-6 ans Oui, à c'est peu ça, près. médecine 5 ans, médecine famille, c'est 2 ans de plus, spécialité 5 ans de plus. Donc, Bon, alors c'est beaucoup d'études, ça, on s'entend. Oui. Et ça, c'est d'après les stats américaines, il y a 2 heures de dévoué aux hormones féminins dans ce parcours-là. Ça, tu confirmes ça? Bien, je pense que c'est difficile de quantifier en nombre d'heures. Là, je ne pourrais pas vous dire est-ce que c'est 2 heures, 20 heures ou plus ou moins. Mais je pense que... Même si il y a c'est 20 toujours heures, de la place. Oui, non, mais on en fait, avoue qu'il y a peu oui, c'est sûr d'informations. que en médecine familiale, par exemple, bon, j'ai beaucoup d'amis dans cette partie-là de la médecine, dans cette spécialité-là. C'est 2 ans pour apprendre énormément. Ils voulaient créer une 3e année. Bon, le projet est en pause pour le moment. En spécialité, donc gynéco, c'est sûr que nous, on est exposé beaucoup plus à toutes les réalités de la femme, du plus jeune âge à l'âge vieillissant. Mais je pense que l'étude WHY, la Women's Health Initiative, a beaucoup nui quand elle a été publiée. Et là, il y a eu, bon, on en parlera sûrement, un déclin du recours à l'hormonothérapie, entre autres. Et donc, les gens se sont désintéressés. Donc, automatiquement, c'est sûr que ça se traduisait par...
moins d'exposition, moins peut-être d'enseignement, moins d'intérêt aussi. Puis depuis quelques années, en tout cas moi, ça fait 7 ans que je suis en pratique, je pense qu'il y a un regain. Déjà, je présentais en 2018, c'était presque au début de ma carrière, il y avait des conférences d'ailleurs par d'autres sociétés internationales, aux États-Unis, les gens de Québec organisaient des... Donc, il y en a toujours eu. Mais je pense que ce qui fait que peut-être on réalise maintenant, c'est l'intérêt qui est devenu plus important. C'est le grand public. On en parle davantage et les femmes, les patientes en demandent si on peut ou posent des questions. Ouais. Sur les hormones et l'hormonothérapie. Je pense aussi un biais de perception là-dedans aussi, mais définitivement, il y a du travail à faire. Je ne dis pas que c'est parfait. Non, c'est puis clair. les cursus varient aussi d'un endroit à un autre. Donc, il y a définitivement de la place à amélioration. Ouais. Puis je pense qu'on le voit. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a rien eu au-delà de la formation encadrée? Mais il y a quand même des formations disponibles en ligne, des conférences, etc. Mais oui, il y a un regain de plus en plus depuis quelques années, définitivement. Et c'est important parce que la plupart des femmes que j'ai croisées et les femmes pourquoi elles apprécient mon bouquin sur le sujet, c'est que, et ça m'arrive au quotidien, je rencontre des femmes qui vont me dire, je suis allée chez mon médecin, j'ai ça, on me propose des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères. Mais oui. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à faire connecter les petits points entre tous ces mots et ces symptômes et qu'on n'est pas capable de mettre un mot, M-O-T, sur les mots, M-A-U-X. Oui. Et on a besoin des témoignages de nos consoeurs plus âgées qui ont traversé la ménopause comme toi. Ah, que oui. Parle-moi de ta périménopause et de ta ménopause. Et surtout, pourquoi tu as décidé d'en faire un livre? Par où commencer? Effectivement. Okay, on va décortiquer. À quel âge? Introduction. Mirella, à quel âge tu as commencé à avoir des symptômes? J'ai commencé à avoir des symptômes à peu près à l'âge de 42-43 ans, mais j'en étais pas consciente. Et c'était quoi? J'ai commencé à avoir des crises d'anxiété. J'ai commencé à avoir des malaises. Je savais pas trop. Mon corps qui commençait à moins... Tu sais, quand tu te réveilles, tu dis, il me semble que je suis pas dans mon corps, il y a des choses qui tournent pas rond. Je suis une personne active, je suis une personne, mon métier c'est l'événementiel, donc je suis toujours dans le stress, toujours en train de planifier, j'ai une tête sur mes épaules, et là, on dirait que j'étais à côté de mes pompes. Et donc, j'ai continué à avoir, et plus ça avançait, plus j'ai commencé à avoir d'autres symptômes. Donc, des douleurs articulaires, là, je faisais de l'insomnie. Moi, mon dodo, c'est précieux. Si j'ai pas mes 9 heures de sommeil par nuit, je suis comme un bébé. Et que je comprends ça, moi aussi. Oh, je suis maussade. C'est comme quand je peux pas manger ou j'ai pas ma bouffe à la bonne heure. Je suis comme un bébé. Donc, maussade, vraiment pas moi. Et j'ai commencé à accumuler plein de symptômes. Je suis allée voir mon toubib et il m'a dit, antidépresseur, blablabla. J'avais déjà fait une dépression, donc je savais ce que c'était. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute de mon corps. Mais c'était pas pareil. Non, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Finalement, je parle à une voisine de palier qui me dit, écoute, je lui dis, j'ai chaud, je me baladais avec des livres, j'avais toujours pas un éventail, mais des livres, des menus dans les restos. C'était insupportable. J'avais même pas fait le lien dans ma tête qu'il y avait une périménopause. OK, il n'y avait pas eu de sœur, de copine, de tante qui avait dit « Hey, ça s'en vient ». Non, personne. Mais c'était très tabou à l'époque. De toute façon, les femmes l'avaient tellement plus dur à l'époque. Elles n'osaient pas se plaindre sur leur sort. Hein. Je pense que les femmes, elles s'occupaient des enfants. Mais c'était attendu aussi qu'elles souffrent. Elles souffrent. Ben oui, c'est ça. On souffre en silence. Et puis, en fait, c'est un peu le propre des femmes, j'ai envie de dire. On a l'habitude de souffrir en silence. On a des règles douloureuses. On va pas trop se plaindre. On va au travail quand même. On vient d'accoucher, on a des symptômes de dépression après. Là, non, il faut aller retourner au travail. On a l'habitude, on a le dos large, en fait, les femmes. Donc là, du coup, je me suis dit, là, cette voisine qui me dit, va voir telle naturopathe, elle m'a réglé un problème avec une granule. Je dis, ah bon? Donc, je vais voir ma docteure en naturopathie, qui est devenue ma magicienne. Et elle m'a donné une feuille pour cocher plein de symptômes. Il y en a combien des symptômes de périménopause? Là, à l'heure actuelle, je lis qu'il y en a plus de 70. Ah! Ouais, les chiffres varient, là, en effet. Ça monte, ça augmente. Moi, j'avais lu 35, 40, là, c'est rendu 70. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir les nommer les 70 ou les 80. Allez, on va faire un test. C'est correct, Radomir. Il y en a des plus communs, c'est sûr. Il y a des symptômes classiques, mais après, il faut faire attention. En fait, juste pour revenir, je pense qu'on parle d'éducation. Oui. Hein, tout à fait. de tout le monde, là, autant les hommes, les femmes, et tout ça dès le plus jeune âge. Donc, là, on parle de cours à l'éducation sexuelle. C'est comme un gros débat. Faut pas les faire,
faut les faire. Je pense qu'il faut tout enseigner. Ouais. Donc, on peut parler aussi de la puberté, de l'adolescence. Donc, il y a plusieurs phases dans une vie qu'on traverse et donc qui nous touchent. Tous, et puis c'est la méconnaissance, c'est ça, en fait, c'est l'ignorance, puis là, on se retrouve dans des situations où, finalement, bon, personne n'en parle, j'en parle pas, et bon, c'est comme un cercle un peu vicieux. Donc, je pense que l'éducation est importante et c'est ce à que tous je dis les tout niveaux. Le temps. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut commencer tôt. Oui, parce que c'est fou qu'on se fasse dire, tu vas voir mon enfant à l'adolescence, il y aura toute une vague d'hormones qui va changer ton corps. Tout à fait. Ouais. Ensuite, on parle des règles pour les jeunes filles. On parle beaucoup de l'accouchement, pas de la maternité, mais beaucoup de l'accouchement, de ce 24 heures-là. Mais pas ce qu'il y a après. Et on parle jamais de la ménopause. Non. C'est incroyable comme il y a encore un silence, un tabou autour de ça. Comment t'expliques ça, En fait, ça s'explique parce que la périménopause et la ménopause, c'est lié à l'agisme. Au vieillissement. Au vieillissement, on a, et puis ça, c'est un truc qu'on voit encore, on vit quand même dans un... On cultive le culte de la jeunesse et de la beauté, et c'est beaucoup plus présent chez les femmes. C'est ce que j'ai fait comprendre longtemps à mon copain, mon conjoint. Je dis, t'es un homme, je dis pas, vous pouvez pas comprendre. Maintenant, il comprend, parce que je parle, je m'ouvre, je lui explique mes états d'âme, je lui parle de sujets, je lui dire, voilà, c'est ça, c'est important de comprendre ça. Au même titre que les femmes, quand on sort la nuit, on a souvent notre clé entre les deux doigts parce qu'on a peur, on se sent vulnérable. Donc, être une femme, c'est pas la même chose que d'être un homme. Donc, ça, c'est une évidence et c'est une grosse évidence quand on est arrivé dans cette période-là de notre vie parce qu'on a plein de... c'est la périménopause, ça affecte plein de parties de nos corps, c'est du cognitif, c'est du mécanique, etc., etc. Donc, et donc, on n'a pas envie d'être vieille non plus, parce que ça, ce sont des signes de vieillesse, entre guillemets. Donc, j'ai des copines qui ne se parlent même pas entre elles parce qu'elles veulent pas être stigmatisées. Je suis rendue là, je suis vieille. Pourtant, donc, tout le monde va passer par là. Exactement. À moins de ne pas se rendre à un âge moyen. À moins de mourir avant, c'est ça. Ce qui est de nos jours Radomir, c'est évident qu'on va tous se rendre là, mais encore une fois, c'est le botox, on essaie de rajeunir, on veut pas vieillir, nanana. Donc là, si on dit qu'on est périménopausé ou on est ménopausé, parce que souvent le terme utilisé, c'est la ménopause, eh bien là, on se dit... Bon, là, j'ai entendu préménopause, périménopause, puis ménopause. Est-ce qu'on peut déjà au moins démêler tout ça? La ménopause, c'est vraiment... une fois que les règles ont fini pour de bon, dans le fond. C'est quoi pour de bon? En fait, c'est un peu rétrospectif parce qu'on se donne jusqu'à 1 an sans règles. Donc, c'est 1 an plus tard, théoriquement. Oh, finalement, mes dernières règles ont eu lieu il y a 1 an. Et donc là, on est officiellement en ménopause le reste de sa vie. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de symptômes? Non. Pas nécessaire. Pas nécessaire. C'est pas fini. Bon, d'accord. Bon. Puis la périménopause, c'est les années qui précèdent. Et ça inclut un peu la première année appelée l'arrêt des règles. Donc, la première année qui suit la fin de la dernière menstruation à vie ça, c'est fait partie de la périménopause. Puis, donc, c'est caractérisé par, des changements hormonaux, des fois des changements dans les cycles, certains symptômes, puis aussi au niveau de certains bilans sanguins. Dans les études, là, ils ont essayé de décrire un peu tout ça, de caractériser ou de sortir un pattern là, qui n'est pas toujours possible. Et aussi, on parlait de symptômes. Les symptômes ne sont pas automatiques chez toutes les femmes. Effectivement. La grande majorité vont avoir des symptômes. On parle jusqu'à 80% des femmes. Mais il y en a pour beaucoup, ça va être très léger, occasionnel, et on passe au travers sans problème. Comme une lettre à la poste. On les aime pas, ces femmes-là. Mais c'est probablement ce qui fait que c'est difficile à décrire et à détecter pour les médecins. Alors voilà, c'est ça. Donc, c'est pas automatiquement, ça touche pas tout le monde. La grande majorité, oui, mais pas au même degré non plus. Pas de la même façon, pas nécessairement toujours les mêmes symptômes. Des fois, ça peut être un peu atypique ou inhabituel, mais aussi, on peut avoir, puis ça, c'est pour rejoindre ton point d'un peu plus tôt où on parlait de l'éducation, puis mais on peut avoir une dépression, puis que ce soit pas dû à la ménopause. On peut être de mauvaise humeur une journée parce que X, Y raison. On peut avoir des troubles ou des problèmes conjugaux, personnels. Donc, il y a plein de choses qui peuvent... Donc, ça nous arrive tous d'avoir une mauvaise journée, puis c'est correct. Puis, donc, il faut juste faire attention aussi de ne pas automatiquement tout dire, c'est la ménopause, il y a la vie qui continue, mais je pense qu'il faut être alerte, mais bon, je parle comme professionnel, mais aux symptômes de la patiente, des plaintes qui sont décrites, et d'écouter, puis de voir, est-ce que
ça pourrait être finalement ça. Puis les symptômes, juste pour finir là-dessus, ils peuvent apparaître quelques années avant, donc, la fin des règles. C'est quoi, 40 ans, 45 ans, ben, 50 c'est variable, C'est variable. Ça peut être à partir de 40 ans, normalement. Il y a des femmes de 40. Après, les cas extraordinaires, ça peut être à 35 ans, mais ça, c'est très peu vu. Mais 40 ans, 42, 40... Je veux dire, ça dépend. Après, c'est tellement différent. Chaque femme est tellement unique. Est-ce que c'est héréditaire? Autrement dit, est-ce qu'on peut regarder nos mères, nos grands-mères, puis se dire, OK, ça risque de se passer comme cela? Il y a une certaine tendance maternelle, donc familiale, si on veut. Si la mère a eu une ménopause tardive, peut-être qu'il y a des chances que la personne elle-même ait une ménopause tardive ou l'inverse. Mais encore une fois, c'est pas une règle générale. Puis on dit que l'âge moyen de la ménopause, c'est autour de 51 ans. Donc, 95% des femmes vont avoir une ménopause entre 45 et 55 ans. D'accord. Et donc, là, les 5%, ça va être aux extrêmes. Et moins d'1% vont avoir une ménopause en bas de 40 ans pour différentes raisons. Puis des fois, ça peut être juste idiopathie. On ne trouve pas d'explication. Donc, c'est des cas très rares. Alors, c'est pour ça que le début des symptômes peut varier selon un peu l'âge, mais on ne peut pas le prédire. Donc... Ben oui, je comprends. Si on revient à toi, là, Mirella, tu es allée voir ta magicienne. Oui, j'ai coché 35 symptômes sur 40. OK. Et là, je me suis dit, OK, là, je comprends. Et en fait, quand on parle de knowledge is power. L'importance de l'éducation de la connaissance. Ouais, l'éducation de la connaissance, le savoir est important. Ben oui. Quand on arrive à comprendre, c'est comme quand on a mal quelque part, on va chez le docteur, puis là, on se fait du sang de punaise parce qu'on dit oh, c'est quoi, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Puis dès qu'on nous dit ce qu'on a, hop, on dirait qu'on va mieux à 50, soulagement. 65%. Il y a un soulagement. Ben là, ça a été un gros soulagement pour moi. Donc, je pouvais pas prendre d'hormonothérapie pour des raisons de santé, des thrombophlébites, des trucs comme ça. Donc, je suis restée sur de la naturopathie, des granules. Et ça, je réponds à ça. Ça a fonctionné pour moi. Mais c'est très, la naturopathie et l'homéopathie, c'est très personnalisé. Ça se donne pas, je veux dire, moi, ce qui fonctionne pour moi pour traiter mon angoisse, mes anxiétés, c'est pas bon pour l'autre personne. Ouais. On va brosser, on prend 2 heures de rencontre, on brosse un portrait psychologique, physiologique, et après, on trouve les bonnes granules pour m'aider qui m'ont aidé à traverser cette période. Ça m'a pas aidé à tout traverser parce que j'ai eu des périodes quand même des symptômes qui ont été très, très lourds à porter. Et même malgré les traitements, tu avais encore des symptômes? Et oui, certains symptômes. Après, j'ai combiné avec l'acupuncture, j'ai combiné avec le chiro pour des problèmes de migraine cervicale. J'ai combiné j'ai fait du sport, j'ai la méditation qui est devenue un outil par excellence pour moi, d'essayer de me recentrer puis de me calmer, surtout au niveau de l'anxiété, parce que j'ai fait énormément d'anxiété. Ce que je peux te mentionner, Evelyne, c'est qui peut être intéressant, et je ne sais pas si c'est logique, mais j'ai fait un parallèle entre ma phase d'adolescente et mes SPM, mes règles douloureuses et tous les symptômes qui venaient avec ça, dont la colère. Je pouvais faire des cris. Arracher des têtes à gauche, à droite. Oh, Mirella est dans le... Complètement. Ah oui. Même moi, je me tapais sur mes propres nerfs. Je ne savais pas ce qui m'arrivait à cette période-là. Et ça a été toute mon adolescence, ma vingtaine, ma jeune adulte. Si je te comprends bien, tu penses qu'il y a peut-être une ressemblance entre le moment avant les règles et les symptômes que tu avais à la Pour moi, ces symptômes-là sont revenus, mais de façon fulgurante, en fait. C'est vrai. Donc, la colère que j'avais ressentie là, j'ai ressenti des moments de colère qui est un des symptômes, un symptôme qui est très difficile pour une femme c'est très difficile juste en tant qu'être humain, là, d'être en colère folle. Oui, mais je dirais encore plus pour une femme. C'est récent, là, dans notre histoire qu'on s'autorise la colère en tant que femme. Oui, tout à fait, parce que, normalement, on est comme une cocotte minute, on prend sur soi, prend sur soi, et puis, parce qu'on a peur d'avoir l'air hystérique, parce que ça aussi, hystérique ou histrionique. Voilà. On enfermait les femmes. Autrefois, elles étaient histrioniques, hystériques, elles étaient dans des asiles pour des maladies mentales. Donc, on a quand même... Est-ce que tu es d'accord avec moi, chère amie, pour dire que les femmes, on a notre lot de problèmes, on a plein de choses qui ont été stigmatisées. On n'a jamais enfermé un homme pour de l'hystérie, sa colère ou non, c'est quand même dingue. C'est sûr qu'on ne modifiera pas l'histoire, mais on peut
apprendre, puis grandir de là. Je sais, je ne veux pas cracher sur tous les hommes, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est comme la petite pilule bleue qui explique on sait c'est quoi la petite pilule bleue, on a vu tellement de pubs sur ça, pour justement régler un problème d'andropause, un symptôme d'andropause. Ouais. Cette pilule, elle a été inventée quand? Ça fait 20 ans au moins. Ça fait 20 ans, ouais. Et nous, on commence à peine à parler de la périménopause et des pistes de solutions. Mais récemment, on parlait, je ne sais plus si c'était un congrès ou peu importe, mais donc une patronne disait puis même apparemment, c'est vraiment... textuellement, elle a dit ça. Le collège même des médecins disait aux médecins qui ne faisaient pas de la bonne médecine, s'ils ne prescrivaient pas de l'hormonothérapie aux femmes ménopausées. Donc, il y a eu ce courant-là, bien avant que j'arrive en médecine, où c'était comme un automatisme. Donc, on prescrivait les hormones à toutes les femmes. C'était comme impensable. De ne pas le faire. Donc, il y a eu quand même ce courant, puis je pense que c'est quand même... une sorte de médicalisation de la ménopause. C'est ça, mais c'était comme, c'était la norme. On devenait ménopausé, puis on vous donnait des hormones pour certaines qui avaient des symptômes, mais d'autres n'en avaient pas, puis n'en avaient pas nécessairement besoin, mais c'était un peu comme la pratique, mais comme n'importe quoi, les choses évoluent, je veux dire. Donc, c'était peut-être les années... 80, peut-être même un peu avant ça. Ça doit faire longtemps parce que moi, ma belle-maman est encore sur des hormones. Donc, elle a 86 ans, Alzheimer. Elle prend encore des hormones. Elle a une peau de bébé. Donc, il y a eu cette façon de pratiquer la médecine. Et puis après ça, ça a changé avec, donc, entre autres, l'étude de WHI, la Women's Health Initiative, où là, c'était une chute drastique. Il faut rappeler rapidement ce que c'est cette étude-là qui a complètement changé et affolé à peu près toutes les femmes parce qu'il y avait une corrélation entre la prise d'hormones et le cancer du sein. Oui. Donc, c'est ça. C'était la plus grosse étude randomisée contrôlée à double insu. Donc, on avait un groupe hormonothérapie, un groupe placebo, et il y avait 2 bras, donc un qui prenait des hormones combinées, donc des estrogènes et un progestatif, là, qui était l'acétate médroxyprogestérone versus le placebo, donc pilule de farine. Puis, il y avait un autre bras dans l'étude qui était juste l'estrogène et le placebo. Donc, c'est vraiment la plus grosse étude randomisée contrôlée qui a coûté des millions. Mais lorsqu'on a publié les résultats, ça a été mal fait. Lorsqu'on a communiqué les résultats par le groupe qui était derrière l'étude. Et en fait, ce qui avait fait peur, c'était l'augmentation de 20, arrondissons les chiffres, là, 20 21 de cancer du sein. Et là, tout le monde a arrêté de prescrire, alors qu'on aurait juste dû dire... Oui, il y a une augmentation de cancer du sein de 8 cas pour 10 000 femmes, donc moins qu'un cas de plus pour 1 000 femmes par année après 5 ans d'utilisation. Donc, quand on met les bons chiffres, Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est moins affolant. C'est moins affolant. C'est plus grave de boire 2 verres de vin par jour, l'obésité, le sédentarisme, tout ça est beaucoup plus dangereux que l'hormonothérapie et les chiffres. Donc, c'est ça qui a fait peur. Et là, il y a eu une chute d'utilisation, de prescription, de discussion. Etc., on a arrêté d'en parler. Et puis là... Le retour du tabou. Le retour du tabou, effectivement. Et puis, en fait, je pense que pour ma part, ce qui m'a vachement rassurée, c'est de savoir, OK, voilà ce qui se passe avec moi. Je comprends. Mais t'es normal. C'est peut-être ça aussi. C'est tout à fait attendu de vivre ça. Exactement. Je me suis dit, OK, je suis normale. Je suis pas vraiment à côté de mes pompes. C'est normal que j'ai envie de vendre ma mère. C'est normal que... Ça vaut cher, apparemment. Que je dise à mon mec, je suis plus capable de voir, dégage, pas capable de respirer en ta présence. Oh, j'ai quitté mon conjoint. On s'étonne. Qui m'a reséduit. Pour vrai? Une grosse opération. Ça finit bien. J'ai une belle histoire, ça finit bien. Une belle histoire. Par contre, on habite le même immeuble, mais 2 lofts différents. J'ai dit, fine, mais on n'habite plus ensemble. Parce que mes sueurs nocturnes, tu ronfles déjà. Bon. Et puis, j'ai des sueurs nocturnes, machin. Donc, on habite 2 lofts, même immeuble. Et puis, le chien, il fait ça, il descendait, il montait, il descendait. Ça, ça a été une solution. Financièrement, ça rime à rien, les amis, je vous assure, là. Mais bon, psychologiquement... Il y a d'autres choses que l'argent dans la vie, hein? Exactement. N'empêche qu'aujourd'hui, Radomir, quand tu entends... qu'on peut utiliser de la naturopathie, du sport. Ça, en tant que gynécologue obstétricien, tu acceptes ça? Non, mais je pense qu'il faut rester ouvert à toutes les options, ou en tout cas,
thérapie possible. C'est sûr qu'on sait que l'hormonothérapie offre les meilleurs résultats. Et encore là, c'est pas 100%, donc peut-être jusqu'à 90% de soulagement. Il y en a pour qui ça va être 100%, puis tant mieux. Donc, on sait que l'hormonothérapie, c'est ce qui marche le mieux. Mais après, c'est pas tout le monde qui peut les avoir pour différentes raisons. Il y en a qui en veulent pas, malgré la discussion. Donc, ça m'arrive. Des fois, je leur dis, écoutez, vous êtes une excellente candidate. Il y a pas mais les patients ne veulent pas. Puis bon, c'est correct. Je pense qu'il faut respecter ça. Donc, on peut ensuite avoir les thérapies non hormonales qui sont souvent dans la famille des antidépresseurs ou oui, c'est la plus grande famille ou certaines d'autres familles comme pour les douleurs neuropathiques. Puis là, il y a des avancées qui s'en viennent dans ce domaine-là. On pourrait peut-être en parler plus tard. Puis il y a toutes les options, les médecines alternatives. Le problème, c'est qu'on n'a pas... C'est sûr que nous, on regarde souvent les études, puis on veut que les études soient bien faites. Tantôt, je parlais d'études randomisées contrôlées ou des études d'autres types, comme des corps. Donc, c'est des études qu'on regarde en rétrospective un peu ou qu'on suit, mais que c'est pas placebo, par exemple. Donc, alors là, on tombe dans tout ce qui est acupuncture, relaxation. Puis quand on regarde ces études-là, on n'a pas nécessairement toujours des données hyper solides. Mais ce qu'on sait, c'est que certaines choses peuvent quand même avoir un certain bénéfice, dont, par exemple, la thérapie cognitivo-comportementale peut avoir un impact sur le soulagement ou des fois l'intensité des symptômes. Donc, la pleine conscience, qui est un peu la relaxation et tout ça. Méditation. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent avoir un certain bénéfice, mais probablement que ce n'est pas autant que des thérapies médicales. Est-ce que c'est dangereux de faire de l'acupuncture? Moi, je le dis des fois aux gens, allez-y explorer. Faire l'exercice, c'est bon, pas juste pour les bouffées de chaleur, c'est bon pour tout le reste. On se plaint souvent de prise de poids à la ménopause ou périménopause. Donc, il y a des changements physiologiques qui sont inévitables. La nutrition. Donc, alors, je pense que c'est des suppléments, si on peut les appeler, à la thérapie médicale. Et je pense que c'est bien si on peut en profiter, on peut se les permettre. Et si ça nous fait du bien, on trouve qu'on a un bénéfice, bien, allez-y. Je veux dire, on ne peut pas être contre la vertu. Non, ce que j'entends, Radomir, c'est que c'est à chacune, finalement, de trouver ce qui lui convient. C'est ça? Déjà, nous, ce qu'on dit, c'est une thérapie qui est un peu personnalisée, dans le sens que faut voir les symptômes, l'impact sur la qualité de vie, qu'est-ce que la patiente souhaiterait. Puis, bon, bien sûr que moi, je prescris beaucoup d'hormonothérapie parce que les gens aussi viennent des fois pour ça avec cet objectif en tête. Ouais. Il y en a qui je dis des fois non, il y en a qui c'est des fois l'inverse. Donc, il faut l'adapter un peu, puis il y a différentes modalités en différents traitements. Donc, c'est pas un seul... une seule molécule. En fait, la molécule, c'est pas mal. Oui, c'est ça. C'est pas toujours la même marque, mettons ça comme ça, que je peux appliquer à tout le monde. Il y en a pour qui ça va fonctionner, pour d'autres non. Puis, il y a des fois des éléments dans l'histoire de la santé personnelle pour lesquels on va choisir un traitement plutôt qu'un autre. Puis, le reste, c'est ça, faire attention à l'alcool, cesser le tabagisme. Donc, juste ça, maintenir une bonne hygiène de vie. Ouais. Est un plus, c'est sûr. Mais c'est coûteux tout ça, l'acupuncteur, le naturopathe, le studio de yoga, je veux dire. Tout à fait. Vous êtes là tous les deux et on aimerait beaucoup vous poser une question sur l'équilibre. On s'interroge beaucoup sur l'équilibre ici à l'émission au Balado parce que on veut chercher l'équilibre dans notre société et on pense que prendre un temps d'arrêt, ça favorise ce sentiment-là d'être en équilibre. Mais pour vous deux, le Radomir, d'abord, qu'est-ce que c'est l'équilibre pour toi? C'est une très bonne question. Je pense que c'est difficile dans notre société, comme tu le disais, Evelyne, puis surtout, peut-être dans le type de travail que je fais, on est souvent dans l'urgence, dans la réaction, l'imminent, surtout en obstétrique, puis il y a tout le reste aussi. Donc, je pense que dans le quotidien, c'est quelque chose qui est difficile. On veut faire de l'exercice, on veut voir des amis, etc., etc. Fait que je pense que l'équilibre, pour moi, je le retrouve plus en voyage. Donc, quand je pars, je quitte la maison, c'est là que je déconnecte complètement. Puis là, c'est un autre moi, un peu. Peut-être plus relax, plus posé, plus ouvert aux aventures que, mettons, la semaine ici. Donc, j'espère que ça arrive au moins une fois par année. Ça. Oui, quelques fois, oui, je m'évade. Des fois, ça peut être bref, mais il le faut, oui. Loin des responsabilités. Oui. Mirella, de ton côté, l'équilibre, qu'est-ce que c'est pour toi? Aïe, c'est tout. Malheureusement, je pense qu'on comprend que l'équilibre est important un peu plus tard dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis de nombreuses années. Donc, l'équilibre, pour moi, c'est d'être aligné, la tête, le cœur et le vagin, hein, le berceau de
mon corps et d'être aligné le plus possible. Donc, en anglais, on dit togetherness et d'essayer le plus possible d'être aligné. Donc, pour être aligné, faut que j'écoute mon intuition, il faut que j'écoute mon cœur ou il faut que j'écoute ma tête. Et la méditation, c'est ça qui me rend de plus en plus équilibrée. C'est un travail d'une vie. Ah oui, ça c'est sûr. Mais plus que l'équilibre, pour toi, c'est l'enlignement. L'enlignement qui va faire en sorte que je me sens équilibrée. Ah, c'est intéressant. Merci. Ah, Financièrement, la ménopause, ça coûte combien? Aïe, je pourrais pas dire. Aucune idée. Je peux dire combien ça coûte à la société, par contre? Oui. Combien? En fait, en Amérique du Nord, la ménopause, selon Bloomberg, coûte 810 milliards de dollars à la société. Mais il y avait récemment... parce que c'est plein de gens qui sont mal diagnostiqués ou parce qu'on donne des solutions puis c'est pas les bonnes solutions. C'est une dépense de 810 milliards dans les pays industrialisés. Selon Bloomberg, c'est affolant. Donc, c'est un coût énorme à la société. Ouais. Combien ça coûte aux compagnies? Ça coûte cher aussi parce que quand la femme est rendue à cette période-là de sa vie, souvent, il y a une femme sur 10 qui va quitter son emploi. Rendue dans cette phase-là parce qu'elle n'est pas capable d'opérer avec, de travailler avec perte de mémoire, insomnie, douleur articulaire, crise d'anxiété, troubles de concentration. Sa productivité moindre. Sa productivité baisse je pense, c'est 30... Attends, j'ai le chiffre là, la productivité baisse de 32%. Pour les femmes. Liées à ces symptômes-là. Donc, c'est sûr qu'on ne lèvera pas la main pour les promotions. Non, exactement. Donc, le plafond de verre, selon moi, puis ça a été repris par le Times Magazine. Ils m'ont pas cité, mais c'est ce que je dis depuis longtemps. Le Times Magazine a publié un gros dossier sur la ménopause au mois de février de cette année. Et on disait que, justement, c'est peut-être l'explication au plafond de verre. On parle beaucoup du plafond de verre. C'est sûr que rendu à un certain âge, dans notre carrière, on est rendu où on aurait les opportunités d'avoir une énorme promotion, de devenir première vice-présidente, de ci, de ça. Pour ma part, j'ai interviewé beaucoup de ces femmes-là dans le cadre de mon vrai boulot, qui est organisation d'événements. J'ai interviewé ces femmes-là pendant 13 ans pour un projet en particulier lié à la finance. Et j'entendais souvent, non, mais je me sens pas bien, nana. Mais j'ai jamais fait le lien dans ma tête. C'est quand j'ai vécu ces symptômes, mais là, je comprends que quand on a cette kyrielle de symptômes, puis qu'on se sent vraiment à côté de nos pompes, honnêtement, on se sent à côté de nos pompes, on se reconnaît pas, on a de la difficulté à se réveiller le matin et affronter la journée. Moi, j'étais dans des rencontres, je pigeais un mot sur deux. J'étais obligée d'enregistrer mes rencontres. Mais non. Parce que je prenais des notes, mais il n'y avait pas d'abonnés au numéro. Mon cerveau était gelé. Et ça, c'est un des symptômes de la ménopause. C'est un des symptômes. C'est un des symptômes prouvés de la périménopause. Là, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent. Et donc, on lève pas la main pour une promotion. On a des crises de colère, on est irritable, on a envie de dévisser la tête de tous nos collègues. Bon. On a des bouffées de chaleur. Et quand tout le monde bouche la clim l'été avec des gros livres, nous, on veut juste dégager. On met à la maison, c'est la même chose. Il fait chaud, non, il fait pas. C'est marrant parce qu'au salon du livre, il y a un monsieur 85 ans qui est passé, il a vu mes éventails devant mon livre. Ah, il dit, ça, c'est une bonne idée. Il dit, je me rappelle ma femme. Baisse le chauffage, monte le chauffage, baisse le chauffage, monte le chauffage. J'ai dit, est-ce que vous lui avez suggéré, vous lui avez ouvert la porte du congélateur? Il dit ça aussi. Il dit, je préfère votre solution d'éventail. Ouais. Donc, il y a tous ces symptômes-là. Comment on fait pour dire, oui, je la veux, cette job? Est-ce que tu vois ça, tu constates ça dans ta pratique, la détresse des femmes en périménopause et en ménopause? Mais encore une fois, c'est vraiment un degré variable. Hein? Il y en a, j'ai entendu toutes sortes d'histoires, là. Il y en a qui ont juste quelques bouffées de chaleur, puis ça les réveille, puis finalement, on s'organise ou on finit par prendre un traitement. Puis il y en a pour qui c'est ça, le brouillard mental,
la rétention de la mémoire à court terme. Ah ouais. Donc, il y a plein de changements pour qui, pas des hallucinations, mais j'ai une patiente qui a vu, c'était l'Halloween, puis elle a vu une araignée là, gonflable un peu devant une maison, mais bon, son cerveau l'a interprété comme une araignée géante. Donc, finalement, elle a appelé la police parce que c'était pendant mon fellowship, donc elle a appelé la police parce que, bon, ce qu'elle percevait, en fait, c'était... Bon, la réalité, une confusion. Voilà, exactement. Une espèce de confusion mentale. Mais donc, elle m'a raconté ça. Donc, on a toutes sortes d'histoires. Puis, puis, juste pour revenir au cours, je pense qu'il faut faire aussi la différence entre le coût dont, par exemple, ou les études en Angleterre ou ici, la Société, la Fondation canadienne de la ménopause qui ont publié le coût que ça coûte aux femmes là, en termes de journées perdues, en termes de revenus, de plus de 3 milliards par année, aux compagnies aussi par manque de productivité, une productivité moindre. Mais il y a aussi le volet, le coût à l'individu en termes d'achat ou de produits aussi, qui souvent peuvent fonctionner parce que il faut quand même savoir que pour l'hormonothérapie, en fait, pour le traitement de la ménopause, l'effet placebo est quand même significatif. Dans les études, on le voit, c'est jusqu'à 30% d'efficacité. Donc, quand même, quand on teste une nouvelle molécule, il faut aller au-delà du 30% parce que le placebo, souvent, va avoir un effet, souvent initial, il s'estompe ou il ne perdure pas dans le temps. Donc, les gens achètent plein de choses qui sont en vente libre. Donc, il y a un coût. Souvent, ces produits sont quand même assez dispendieux. Ouais. Ils sont pas dangereux, là, mais le problème, c'est que souvent, l'effet ne va pas persister dans le temps. Et là, on peut se tourner vers des... Ça coûte combien, par exemple? Ben, écoutez... Tu parles de tous les trucs, là. C'est fou. Sur Facebook, on va voir, dès qu'on arrive à un certain âge... Cinquantaine, soixantaine... Oui, $50 pour la pilule qui va faire maigrir. Ménopause, overweight, acheter ça, puis ça, c'est des milliards et des milliards de dollars de charlatanisme un tout petit peu, parce que les femmes sont tellement en quête de solutions qu'elles vont se jeter sur n'importe quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi un autre problème aussi qu'on a, c'est qu'on n'a pas toutes et tous accès à un médecin. Ça, c'est un gros problème aussi. Donc, avant de pouvoir consulter un gynéco... Oui, on essaie des choses, puis je pense que c'est correct dans plein de choses, on essaie des choses. Donc, les femmes, on va essayer parce qu'elles sont aux prises avec tellement de choses, elles n'arrivent pas à avoir un rendez-vous, ça prend du temps. À un moment donné, pour une clinique spécialisée, la clinique du docteur Demers, je crois qu'elle a fermé boutique, c'était des 4 ans d'attente pour être traitée pour des gens qui s'intéressent. C'est pour ça que j'ai fait la première chose, que je l'ai accueillie avec merci. Merci d'être là. Parce qu'on est plusieurs au Canada maintenant, là. Puis l'attente est très longue partout parce que, bon, la demande est là, puis aussi, on a tous des pratiques, on fait pas... Certaines personnes, ma patronne à Toronto, avec qui j'ai fait un fellowship, maintenant, elle fait ça, elle est fin soixantaine ou même début soixante-dizaine, là. Donc, elle fait exclusivement ou pas mal ça maintenant, mais beaucoup de nous avons des gardes, on a des obligations intra-hospitalières de la pratique, donc qui fait que notre temps, on ne peut pas se consacrer à 100% à ça. Et donc, c'est sûr que les délais d'attente sont très grands partout. La demande est là, il y a peu d'élus pour aider cette demande-là. Puis après, d'où l'idée des formations. Puis bon, je présente encore ce soir un groupe de médecine familiale. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps à Québec, à la Bravo. Sur quoi? Sur comment reconnaître les symptômes? Oui, c'est ça. Souvent pour la première ligne, là, ou la médecine. Ce qu'ils veulent savoir, c'est comment reconnaître un peu, puis même comment commencer un traitement. Parce que pour beaucoup de ces patientes-là, on peut commencer un traitement. Théoriquement, une clinique spécialisée comme moi ou mes collègues au CHUM ou ailleurs au Canada, on devrait voir peut-être des femmes un peu qui ont des cas particuliers, peut-être des contre-indications ou relatives ou formelles, donc des particularités qui nécessitent un avis d'un spécialiste, expert. Puis souvent, on peut essayer l'objectif, donc de cette façon-là, de ces formations, des congrès. Mais il y a toute une cohorte qui pourrait aller voir un médecin de famille, mais encore faut-il qu'il y ait la bonne information. Oui, mais là, on revient toujours à l'accès. C'est ça, c'est l'accès, et puis c'est le manque d'éducation. Donc, je suis ravie de savoir qu'il y a une éducation qui se fait, parce que ça, c'est bravo. Oui, je présente personnellement, puis on est tous comme ça, on présente, puis c'est au-delà des conférences un peu comme ça au courant de la semaine, un souper conférence, ou même là, maintenant, on les fait par Zoom, où les compagnies aussi vont organiser des séances pour certains produits, vous allez dire. Mais l'idée, c'est au moins de faire connaître aussi aux médecins, parce qu'il y a quand même eu des nouveautés. Qu'est-ce qui existe sur le marché? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Puis qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ou pas? C'est ça. Il n'y a pas
Ben oui, il y a certaines couvertures maintenant au Québec, ce qu'on n'avait pas jusqu'à récemment, mais on pourrait toujours améliorer ça. C'est comme la contraception. Hein, on est toujours en retard pour une couverture universelle. C'est la Colombie-Britannique on est souvent et le Manitoba maintenant on fait. Je le pique. Oui. On est souvent en retard pour les femmes. Dis, on pourrait avoir... Il faut investir dans la... On investit dans des grosses affaires technologiques, des choses qui sont... Puis là, je veux pas... moi, je pense qu'il faut soigner tout le monde, là, puis des choses sensationnalistes, puis on parle des choses sensationnalistes. C'est pas bien palpitant de parler de ménopause là, à la télé, peut-être. Non, bien sûr. Non, mais ça ne concerne que 51% mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'attire pas les gros donateurs nécessairement. C'est pas sexy. Voilà, c'est pas du tout sexy. Mais il faut le faire. Puis je pense qu'il faut que le gouvernement aussi investisse dans les soins de santé de la femme de base. Là, on n'a pas besoin de l'éducation et tout ça. Mais tu m'amènes sur le terrain des hommes et des femmes, hein? Le rôle des hommes dans tout ça, dans la périménopause, dans la ménopause, quel rôle devraient jouer les hommes autour de ces femmes-là qui vivent, qui traversent la ménopause? Bien, je pense que ça passe par en tout cas, une certaine compréhension de la situation, de ce que ça peut représenter, de comment ça peut se manifester. Puis, je pense que, parce que c'est sûr que c'est une période difficile pour plein de choses, là. En périménopause, pour les deux, souvent, bon, on a les enfants qui vont peut-être quitter les nids familiales pour ceux qui ont des enfants. On parlait de carrière tantôt, où on peut peut-être avoir des promotions, ou peut-être on va changer de carrière, entreprendre de nouveaux défis. Il y a aussi le vieillissement, entre guillemets, où on se sent peut-être pas soi-même, on sent qu'on n'est pas capable de... Puis pas juste à cause de la ménopause, mais juste le corps change aussi. Tout à fait, tout à fait. On a moins de force, on a, bon... Moins de alors, libido. Il y a plein de choses qui se passent. Oui, voilà, moins de libido. Donc, oui, absolument. La libido, c'est justement ça. Ça fait aussi partie de... Fait que je pense que c'est de supporter. Puis c'est sûr qu'il y a des couples qui... est-ce que des couples qui ne traversent peut-être pas cette période parce que, par exemple, la libido est... C'est banal à dire. Oui, puis si la conjointe est toujours en colère contre voilà. nous. Donc, je pense qu'il faut faire de l'éducation, supporter. Il faut surtout que la femme en parle. Puis discuter. Oui, c'est ça. C'est d'avoir cette discussion-là. Parce que et je le note dans mon livre, Radomir, mon livre, c'est mon expérience personnelle. Tu vois, c'est vraiment comment j'ai vécu les symptômes pour que les femmes puissent se reconnaître dans mon livre et se dire... Ah, je suis pas seule. Ouais. Tu vois, comme ça, je me dis, si je peux aider le plus de femmes possible à se sentir moins seules, moins isolées et se sentir moins vieilles, mission accomplie, là. C'était vraiment ça l'objectif de mon bouquin. Et je raconte comment j'ai vécu tous ces symptômes. Et il y a un peu de mon conjoint. D'ailleurs, le livre est dédié à mon conjoint et à tous les... Il est revenu. Il est revenu, exactement, Pierre, exactement. Et je fais un mea culpa public en disant, je m'excuse auprès de tous les gens avec qui j'ai pu être irritable, en colère, etc., parce que ça m'arrivait, cette impatience, puis bon, il y a tout ça. Mais en fait, je voulais parler d'un des symptômes qui est la sécheresse vaginale, la libido, perte de libido, faible capacité à l'orgasme. C'est sûr que quand on est en couple, eh bien, il y a des frictions à ce niveau-là. Donc, le fait d'en parler à Pierre, lui dire, écoute Pierre, j'ai le vagin tellement sèche que je ne peux plus t'accueillir dans mon corps parce que j'ai l'impression, j'ai la sensation de papier sablé. Ouch! Et quand je lui ai dit ça, il est venu les yeux pleins d'eau. Oh. Il m'a serré dans ses bras. Il dit, mais Mirella, pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Donc, cette ouverture-là, il faut l'avoir avec son conjointe, pour les femmes qui sont ensemble. Il y a aussi ça, il faut avoir cette ouverture d'esprit-là. Et il faut en parler. Donc, les femmes, des fois, on a l'habitude de pas dire les choses parce qu'on a l'habitude de souffrir, on a l'habitude de prendre sur soi. Donc, on est un tantinet coupable aussi de ne pas évoquer, de provoquer ces échanges-là avec ses copines, avec ses conjointes, avec ses mères aussi. Ses pères, son milieu de travail. Oui, c'est ça, on parlait de travail aussi, les gens n'en parlent pas. De le dire, donc d'en parler, et ça, et dès que la conversation s'ouvre avec sa maman, je veux dire, ma mère, maman, c'est la prunelle de mes yeux, on est comme ça, mais pendant cette période,
qu'est-ce que j'étais méchante avec elle. À en vouloir, je m'en voulais après, je pleurais. Mais il faut pas en parler. C'est ce que je retiens. Il faut en parler. Libérer la parole avec ses enfants, avec son conjoint, avec ses collègues de travail, avec à peu près tout le monde. Et de ne pas avoir peur de s'excuser, de ne pas dire je m'excuse, mais d'expliquer le pourquoi. Ouais. Je rappelais maman, le lendemain, je décantais, je disais maman, tu sais que c'était pas vraiment moi. Tu sais que ce que je t'ai balancé. C'était ma colère. C'était ma colère, je suis dans cette phase-là, c'était pas vraiment moi. Pardonne-moi. Maman, mais oui, les gens nous pardonnent. Mais les gens puis nous sont prêts parce qu'ils nous aiment. Oui, puis ils ont de l'empathie, puis ils voient bien que ça va pas finalement. En terminant, Radomir, qu'est-ce qu'on doit retenir là? Si on est une femme de 40, 45 ans, 50 ans, on se reconnaît un peu dans les symptômes que Mirella vient d'évoquer. Qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? Bien, se renseigner, discuter, aller chercher de l'information. Puis il y a des sites. C'est super bien fait, les sociétés reconnues, là, la Société internationale, on va pas sur TikTok, la Société canadienne. Alors, c'est ça, tantôt on parlait du coup, puis là, je voulais juste glisser, puis ça, c'est le problème de tous ces nouveaux médias. Puis il y a des gens qui sont experts dans le domaine, puis qui vont essayer de démystifier un peu ce qu'on voit souvent. On parlait de charlatans un peu. Donc, les gens, des fois, ils sont tellement démunis qu'ils vont vers un peu la première sortie de secours, là, si je peux dire. Puis là, ils vont aller vers des traitements qui sont pas... mais pas qui fonctionnent pas, mais qui sont pas approuvés. De l'hormonothérapie sous forme de magistrale, on ne le recommande pas. Il y a des gens qui ont des implants sous-cutanés de testostérone ou même d'estrogène. C'est pas recommandé, ça peut être dangereux. Donc, il faut faire attention. Puis c'est pas illégal, dans le sens que ça... mais il y a un risque. Mais il y a un risque. Donc, il faut vraiment se renseigner puis aller vers les bonnes personnes. Oui, après, éventuellement, si on a essayé plein de choses, parce qu'on disait tantôt, les gens vont essayer de faire des choses par eux-mêmes, l'exercice, etc. Puis on voit que ça ne marche pas. Mais je pense que oui. Aller voir un médecin. Exactement. Malheureusement, la prescription au Québec, au Canada, ça passe par un médecin. Il y a peut-être des infirmières, je ne sais pas, il faudrait voir s'il y a des fois des possibilités. Ou des fois, elles travaillent avec un médecin. Donc, il y en a, je pense qu'à Trois-Rivières, il y avait une clinique, entre autres. Donc, et d'oublier, de ne pas oublier que ce qui fonctionne pour sa sœur, sa cousine, sa voisine, ça ne fonctionne pas nécessairement pour soi. Oui, puis c'est ça, on peut choisir une autre modalité ou une autre façon de l'administrer, la thérapie. Puis, mais il y a de l'aide. Oui, il y a de l'aide, il faut aller la chercher, mais je sais que l'accès peut être difficile en fait. Ouais. Puis, mais bon, j'espère que les gens vont... parce qu'on fait là, c'est super intéressant. Ben oui, exactement. C'est que là, on est en train de faire un peu d'éducation. C'est un début. Merci à vous deux, en tout cas. D'être aussi transparent, d'être aussi honnête. Et c'est bien de voir... Ben oui, c'est déjà fini. Mais qu'on commençait. Moi aussi. Il y a tellement à dire sur la ménopause, surtout s'il y a 70 symptômes. On en a parlé d'une douzaine à peine. Merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment intéressant. Merci. Merci, Evelyne. C'est un bonheur d'être ici avec toi, franchement. Et puis, Radomir, mon nouvel meilleur ami. Belle rencontre. Ouais, on se revoit. On se revoit. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!